Et non, ceci n'est pas une œuvre d'art, même si effectivement visuellement c'est très joli et que ça a même inspiré des vêtements à la Fashion Week. C'est en fait tout bonnement le meilleur graphique pour illustrer le réchauffement climatique. On appelle ça des climate strips, donc des bandes du climat. On va donc l'analyser ensemble et je vous garantis qu'à l'issue de cette vidéo, eh bien vous comprendrez mieux que jamais ce dont on parle réellement quand on parle de changement climatique. Mais avant de commencer très rapidement, un petit mot concernant notre partenaire qui nous soutient aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais le choix de votre banque peut avoir un impact positif ou négatif pour la planète. En fait, l'argent sur nos comptes ne dort pas et les banques l'utilisent pour financer différents projets. Certaines banques décident de prêter leur argent à des projets polluants comme ceux liés aux énergies fossiles par exemple, mais d'autres banques refusent et c'est le cas d'Helios qui nous soutient donc en étant partenaire de cette vidéo et qui est en fait la banque française avec le plus faible impact carbone selon le rapport 2022 de Greeny. Alors j'ai d'ailleurs moi-même à titre personnel un compte et j'en suis très satisfait. En fait, c'est une éco-banque qui s'engage pour la planète car elle soutient des projets qui accélèrent la transition écologique grâce à votre argent. Elle vous permet aussi de suivre directement sur l'application comment votre argent a été utilisé et plus généralement en fait, l'application est super bien faite pour suivre toutes vos opérations. Et comme c'est le cas sûrement avec votre compte actuel, vous pouvez payer avec une réelle carte bancaire, avec une carte virtuelle sur votre téléphone ou alors par virement. Alors si jamais ça vous intéresse, vous pouvez créer un compte en moins de 10 minutes en ligne, c'est très simple et j'ai d'ailleurs un code promo qui vous offre les frais bancaires pendant les 3 premiers mois sur les comptes courants, jeunes et communs. Le lien est donc directement en description et on peut commencer la vidéo. Et on commence donc avec ce graphique dont je vous parlais à l'instant des Climate Stripes. Ce graphique, il a été popularisé par le climatologue britannique Ed Hawkins qui a voulu faire comprendre en fait le réchauffement climatique avec un visuel très simple. Concrètement, c'est un enchaînement de bandes de couleurs. Alors comment ça se lit concrètement? C'est très simple. En fait, plus la température sur cette année a été élevée par rapport à la moyenne entre 1970 et 2000, plus la bande est rouge. Et à l'inverse, plus la température sur cette année a été basse, et bien plus la bande est bleue. Ce que l'on voit donc ici, c'est une accélération très rapide du réchauffement des températures sur les 10-20 dernières années. Toutes les bandes rouges sont sur la droite et toutes les années les plus chaudes donc sont parmi les plus récentes. C'est en fait une représentation plus visuelle de ce graphique-là qui est peut-être beaucoup moins connu, sous forme de courbes disons plus classiques. En fait, les 8 années les plus chaudes de l'histoire ont toutes été enregistrées ces 8 dernières années selon l'Organisation météorologique mondiale. Aujourd'hui, la température a déjà augmenté d'1,2 degré en moyenne par rapport à 1850. Il faut noter d'ailleurs que le GIEC, donc le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, vient de publier dans son dernier rapport dont on vous a parlé une version de ce graphique tournée vers l'avenir selon donc les différents scénarios de réchauffement, du scénario le plus optimiste en bas au scénario le plus pessimiste en haut. Et vous le voyez donc ici, dans tous les scénarios malheureusement, la courbe vire clairement au rouge et les années les plus chaudes actuellement seront les plus fraîches dans 30 ans. Bref, la planète se réchauffe de plus en plus vite, c'est indéniable, mais alors pourquoi? Eh bien ça a commencé avec un gros changement aux alentours de 1850 avec ce que l'on appelle la révolution industrielle. En fait, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on s'est mis à exploiter massivement d'abord du charbon, puis du pétrole et aussi du gaz. C'est ce que l'on appelle des énergies fossiles puisqu'elles sont issues en fait d'une lente décomposition d'anciennes matières vivantes dans le sol pendant des millions d'années. On s'est donc rendu compte que ces énergies pouvaient démultiplier notre puissance, nous permettre de nous chauffer, de nous déplacer plus vite, de construire n'importe quoi très rapidement. Autrement dit, dans cette période de recherche de croissance économique, d'augmentation de la production, de compétition entre les différents États, eh bien les besoins en énergie ont tout simplement explosé et ils se tournent encore et toujours aujourd'hui vers les énergies fossiles dont l'utilisation ne fait qu'augmenter. Bon, et augmenter en fait c'est beaucoup trop faible comme terme, cette consommation elle a réellement explosé, vous le voyez sur ce graphique. Mais alors quel est le problème avec ces énergies fossiles, vous me direz? Eh bien ce charbon, ce gaz, ce pétrole, lors de leur extraction puis de leur combustion, ils libèrent dans l'air massivement du CO2. Le CO2, on en a beaucoup entendu parler évidemment, c'est l'un des principaux gaz à effet de serre et le résultat de cette consommation massive d'énergie fossile, c'est donc une explosion
millions des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour bien se rendre compte, par exemple, on a émis plus de CO2 depuis 1992 que toute l'humanité avant 1992. Et pourtant, l'humanité, ça fait quelques temps qu'elle est présente sur place. Et là, c'est important de noter que oui, il n'y a pas que les énergies fossiles qui émettent massivement du gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. L'élevage des animaux, par exemple, émet notamment du méthane et l'agriculture peut émettre du protoxyde d'azote. Mais le CO2 qui est donc émis par les énergies fossiles, c'est la principale source de cette augmentation des gaz à effet de serre. Mais alors, vous allez peut-être me dire, pourquoi est-ce que finalement on parle de gaz à effet de serre, mais pourquoi est-ce que c'est mauvais? Et pourquoi est-ce que plus on émet de CO2 et de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique est important? Eh bien, c'est en raison d'un phénomène, attention, je vais peut-être vous rappeler des cours que vous avez pu avoir au collège ou au lycée, c'est en raison de l'effet de serre, justement. L'effet de serre, en deux mots, c'est un mécanisme naturel, c'est même grâce à lui en fait qu'il y a de la vie sur Terre. Sans aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température serait de moins 18 degrés et la Terre serait véritablement un bloc de glace. Donc heureusement qu'il y a cet effet de serre, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui il y a un petit problème justement avec cet effet de serre. En gros, les gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère autour de la Terre absorbent une partie des rayonnements du soleil pour en conserver en fait une partie de la chaleur. Le truc, c'est que la hausse de la concentration de ces gaz à effet de serre provoquée donc par les activités humaines et par ces émissions de CO2, eh bien ça a amplifié le phénomène d'effet de serre et ça a donc conduit à une hausse très importante des températures. L'effet de serre en soi est une bonne chose pour l'humanité, mais certainement pas dans les quantités actuelles. Bref, normalement, là vous avez compris d'où vient le réchauffement climatique. Nous avons en tant qu'humains fait appel massivement aux énergies fossiles et on a déréglé donc des équilibres en place depuis très longtemps. Mais du coup, que faire? Eh bien, reprenons le même graphique que tout à l'heure, celui sur la consommation d'énergie à travers les années, mais voyons dans le détail quelle énergie est utilisée. Aujourd'hui, le charbon, le pétrole et le gaz sont encore à l'origine de plus de 75% de l'énergie que l'on consomme dans le monde. Et la France, elle aussi, est concernée par cette dépendance. Et oui, on entend parfois que la France, elle, n'est pas concernée par l'utilisation d'énergie fossile, car elle a le nucléaire. En réalité, c'est assez trompeur. Oui, effectivement, le nucléaire joue un rôle très important sur la production d'électricité, puisque près de 70% de l'électricité en France est d'origine nucléaire, et donc c'est une énergie qui produit très peu de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas vrai du tout pour l'énergie en général, au-delà donc de l'électricité. L'électricité, c'est finalement qu'une petite partie de l'énergie finale qui est consommée, c'est environ un quart en France, et les trois quarts restants de notre consommation d'énergie, eh bien c'est la combustion directe des énergies fossiles, sans transformation donc préalable en électricité. Alors très concrètement, parce que là j'en suis conscient, ça peut paraître un peu flou, mais ça peut être l'essence de nos voitures, ça peut être le kérosène de nos avions, ça peut être le diesel de nos camions et d'une partie de nos trains, ou encore le gaz et le fioul de nos chaudières, le gaz et le charbon de l'industrie, etc., etc. Résultat donc, quand on regarde ce que l'on appelle la consommation d'énergie primaire en France en 2020, ça fait donc que près de 50% vient des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Résultat, et sans parler de la question de l'uranium ou autre pour le nucléaire, je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos sur la chaîne, eh bien oui, les énergies fossiles ont encore un rôle très important en France. Ok, donc on voit qu'il y a un réchauffement climatique, on voit que l'humanité est responsable, on sait aussi que c'est lié principalement aux énergies fossiles, mais alors qui est vraiment responsable? Eh bien ce graphique, il représente les émissions de CO2 par pays en 2021. On voit donc que la Chine est aujourd'hui de loin le plus gros émetteur de la planète avec 31% des émissions globales, devant les États-Unis qui sont à 14% des émissions, ou encore l'Union européenne, donc la France notamment, qui sont à 9,8% des émissions. Si on prend ce décompte très classique qu'on va nuancer après, mais donc avec celui-ci, la France compte pour 0,8% des émissions avec 1% de la population mondiale, alors qu'à côté de ça, le continent africain par exemple représente 4% des émissions de CO2 pour 17% de la population mondiale. Donc a priori, si on le voit comme ça, eh bien la France émet très peu de CO2, mais là-dessus, il faut apporter de très grosses nuances à ce qu'on voit ici. Première nuance importante, et ce graphique le montre, c'est que historiquement, ce sont les États-Unis et les pays européens qui sont
sont responsables de la plus grosse partie des émissions. Pour dire les choses très simplement, les États-Unis ou encore les pays européens, dont la France, ont commencé à polluer beaucoup plus tôt que la Chine. Et c'est important de le dire car le changement climatique, c'est le reflet de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère au cours du temps. Autrement dit, oui, la Chine est certes responsable aujourd'hui de 30% des émissions de CO2 sur l'année 2021, mais elle n'est responsable, entre guillemets, que de 14% des émissions de CO2 accumulées depuis 1850. Et à l'inverse d'ailleurs, pour que vous compreniez bien, du côté des États-Unis, eh bien c'est 14% des émissions en 2021, mais près de 25% des émissions en cumulé. Et donc pour la France, même logique, c'est 0,8% des émissions en 2021, mais c'est 2,3% des émissions de CO2 accumulées depuis 1850. La deuxième chose très importante qu'il faut noter, c'est que là, quand on parle de 0,8% des émissions en France, on parle des émissions sur le territoire national français. Mais ça, en réalité, c'est très trompeur, puisqu'on passe notre temps à importer des produits qui viennent d'autres pays, comme par exemple donc la Chine, qui est supposément donc le plus gros pays émetteur. Si par exemple vous avez acheté, je sais pas moi, un téléphone qui a été produit en Chine, eh bien ce téléphone ou alors une partie de vos vêtements, ils sont pas comptés comme une émission française, alors que c'est un produit qui est importé et acheté parfois par des Français. Autrement dit donc, aujourd'hui, on délocalise en quelque sorte une grande partie de nos émissions. En fait, la bonne manière de mesurer véritablement notre impact sur le changement climatique, c'est avec un chiffre que l'on appelle l'empreinte carbone. Pareil, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui inclut les importations et les exportations. Et en regardant l'impact carbone, eh bien, les émissions de CO2 moyennes de chaque Français chaque année montent à 10 tonnes. Et 10 tonnes en l'occurrence, eh bien, c'est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Pour espérer limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum, il faudrait qu'un Français émette moins de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 5 fois moins qu'aujourd'hui en moyenne. Et 2 degrés, c'est un chiffre clé quand on parle de climat. C'est en fait l'objectif que se sont fixés les pays du monde à Paris en 2015 lors de la COP21. Limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Mais aujourd'hui, on en est encore très loin. En fait, aujourd'hui, on se dirige vers un réchauffement climatique global entre 2,5 et 2,9 degrés selon l'organisme Climate Action Tracker qui recense en fait toutes les politiques qui sont prises dans les différents pays du monde. La courbe bleue montre, elle, la réduction des émissions de CO2 qu'il faudrait entreprendre, tandis que la courbe en vert montre les réductions d'émissions de CO2 qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ça voudrait dire donc diviser par 2 nos émissions d'ici 2030. C'est quelque chose d'absolument massif, alors que, vous le voyez en comparaison, la baisse des émissions de l'année 2020, où une grande partie du monde a été confinée pendant des mois en raison du Covid, n'est que de cette ampleur. Bref, sans action massive et très importante dès maintenant, on se dirige vers un réchauffement climatique très important. Et d'ailleurs, ce sera un réchauffement encore plus important en France, près de 4 degrés au rythme actuel. En effet, le réchauffement climatique n'est pas uniforme dans tous les pays du monde. Je vous parlais tout à l'heure des 1,2 degrés de réchauffement qui ont déjà été atteints dans le monde. En France, par exemple, on est déjà sur une augmentation de 1,7 degré selon le dernier rapport du GIEC. Bon, dernier élément important que je vais vous transmettre dans cette première vidéo sur le changement climatique, quelles vont être les conséquences? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 1, 2, 3, 4 degrés, c'est pas simplement une question de sortir en t-shirt en automne ou alors d'arrêter de mettre des doudounes en hiver. En réalité, de tels changements d'un point de vue climatique ont un impact absolument colossal. Pour vous donner un exemple de ce que ça représente 4 degrés, eh bien 4 degrés en moins, c'était le climat en Europe il y a 20 000 ans. À cette époque, seulement 100 000 humains y vivaient dans des conditions hostiles. Avec 5 degrés en moins, la tête de notre continent était complètement différente. L'océan était 120 mètres plus bas et une grande partie de l'Europe était recouverte d'une couche de glace. Bref, quelques degrés de plus ou de moins, ça paraît peu dit comme ça, mais en réalité, les conséquences peuvent être immenses. Mais là-dessus, pas d'inquiétude, j'ai prévu avec mon équipe une vidéo qui vous expliquera plus en détail les conséquences potentielles de toutes ces augmentations de température. On se plongera donc beaucoup plus en détail
dans tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura une intensification et une multiplication notamment d'épisodes extrêmes. Ça peut être des canicules, ça peut être des incendies, ça peut être des sécheresses comme on en voit d'ailleurs déjà en ce moment. Ça peut être aussi une quasi-disparition de la neige en moyenne montagne. Là aussi, c'est quelque chose qui est déjà actuel. Ou encore une hausse du niveau de la mer avec des conséquences très importantes qu'il peut y avoir. Et encore, là je suis pas rentré dans les détails des questions concernant la biodiversité. Bon, les conséquences, on va rentrer en détail dans une autre vidéo. On fera aussi une autre vidéo concernant les moyens d'action. Donc analyser quel peut être le rôle des citoyens, des États ou encore des entreprises. Une vidéo peut-être un peu plus positive entre guillemets puisqu'on va être porté sur les solutions et voir donc comment agir concrètement. En tout cas, en guise de conclusion, mais vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. On émet actuellement beaucoup trop de CO2. Ça, tous les scientifiques le disent aujourd'hui et c'est dû à notre mode de vie, à nos modes de consommation et à nos modes de production. Alors je vous mets des ressources directement en description si vous voulez en savoir plus. Par ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais on a deux chaînes YouTube. Une chaîne dédiée aux actus du jour qu'on fait chaque jour du lundi au vendredi et une chaîne dédiée donc à des plus longs formats comme celui-ci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, du coup pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez tout simplement vous abonner. On approche du 1 million d'abonnés, donc merci du fond du cœur pour votre confiance. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas être encore abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Je tiens à remercier Paul qui a travaillé avec moi sur l'écriture. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci à Helios encore une fois d'avoir été partenaire aujourd'hui. Toutes les infos sont en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à très vite.